Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Est-ce que les agriculteurs vont faire les frais des négociations toujours en cours commerciales entre industriels et distributeurs? Quand moi je vends mon légume et que je le retrouve en grande surface multiplié par 4, par 5, est-ce que vous trouvez ça normal? Le syndicat craint que cette négo se fasse sur le dos des agriculteurs qui sont déjà en difficulté. C'est pas normal, la loi Egalim elle doit être respectée. Ils redoutent que les industriels et les distributeurs s'entendent sur leur dos pour limiter l'inflation payée par le consommateur, mais s'entendent sur le dos des agriculteurs. Deux députés, l'un du Modem, l'autre de la France Insoumise, suggèrent un revenu minimum pour les agriculteurs en fixant des prix minimums et en régulant, si possible, les marges. Cette proposition initialement présentée par la France Insoumise a été rejetée un petit peu plus il n'y a pas si longtemps. C'était en novembre dernier, Philippe. Alors, parlons vrai. Est-ce que c'est à l'État de taper du poing sur la table et d'imposer des prix planchers? Est-ce que c'est la bonne solution pour sauver nos agriculteurs? Ou est-ce que vous pensez que c'est dépasser le contrôle des prix et que c'est au marché de gérer? Faut-il imposer un prix plancher aux industriels et aux distributeurs? Eh bien, vous dites oui à 90%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Nicolas Chaban, est avec nous, fondateur de la coopérative de consommateurs. C'est qui le patron? Merci d'être en direct avec nous. Philippe Bilger, cette proposition de prix plancher est certainement la meilleure solution peut-être. Il y a des questions où, même au vrai voir, non pas que je sois forcément ignorant de tout dans ces domaines, mais il nous est difficile de répondre autrement que par l'affirmative à des choses qui correspondent à une intensité de crise actuelle. Je suis pas un fanatique de ce qu'il pourrait y avoir de bureaucratique et d'un peu réglementé dans cette base élémentaire des prix. Mais apparemment, elle serait de nature à régler un grave conflit actuel, et je sais que des pays ont mis en œuvre ce système, et apparemment pour le plus grand bienfait de leurs agriculteurs. Moi, si on me garantit qu'il est possible à la fois d'avoir ce prix plancher et en même temps de ne pas tomber dans un système purement bureaucratique réglementé, je signe dès demain. Françoise Legois. Alors c'est marrant cette histoire de prix plancher, parce que je vais vous rafraîchir la mémoire, mais peut-être que vous vous en souvenez, ça n'est pas la France Insoumise qui a proposé en premier, c'est Julien de Normandie. Julien de Normandie, quand il est ministre de l'Agriculture, il fait cette proposition. Vous avez Bruno Le Maire qui tombe de l'arbre et Bercy qui dit non, stop, arrêtez tout. Mais Julien de Normandie, qui est un très bon connaisseur, qui a bien travaillé à l'agriculture, comprend qu'en réalité, c'est le seul moyen pour empêcher ce que fait Lactalis. C'est pas la première fois que Lactalis d'abord fait des chiffres records, et impose, si vous voulez, le prix du lait à 40 centimes, alors que ça revient en prix de revient déjà aux agriculteurs, aux producteurs de lait à 45 centimes. Donc il achète 5 centimes de moins. Mais c'est pas la première fois. Lors des dernières négociations commerciales, on était à 36 alors que les agriculteurs avaient besoin de 40. Donc il y a un moment donné, puisque la loi Egalim ne fonctionne pas, je pense qu'on peut fixer des prix planchers. Et c'est d'autant plus intéressant que je comprends pas politiquement pourquoi la Macronie le revendique pas, parce que ça fait très longtemps que ça traîne dans les tuyaux. Oui. Mais au départ, c'est le ministre de Normandie qui avait proposé cela. Sébastien, je vais même me permettre, Françoise, de préciser votre propos. Le prédécesseur de Julien de Normandie, que je connais très bien, qui s'appelle Didier Guillaume, qui était ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, avant Julien de Normandie, nous disait en aparté, la seule solution, c'est ça. Sauf Le Foll aussi. Sauf qu'il en a, tout le monde en parlait, mais personne ex cathedra est allé, à part Julien de Normandie, est allé dire finalement ce qu'on pense tous. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure en réagissant aux propos de Philippe Bilger. C'est que si on veut des paysans, si on veut une production agricole de qualité en France, si on veut un monde agricole qui ne crève pas, enfin, on voit quand même, et je suis solidaire en tout point de mes camarades de jeu qui gouvernent ce pays, et Dieu sait que c'est pas facile, mais à un moment donné, et j'en parlerai tout à l'heure dans mon billet du jour, c'est que on ne peut plus quelque part se planquer derrière des formules toutes faites, derrière des éléments de langage. À un moment, il faut agir. Alors moi, je suis comme Françoise Degois, j'attends de voir ce que mes camarades de jeu vont proposer de concret
de concret. Mais ce qu'attendent aujourd'hui les agriculteurs, c'est du concret. Voilà. Et ils en ont besoin. Et je pense qu'au-delà des agriculteurs, notre pays en a besoin. Ça fait plusieurs fois que vous êtes d'accord avec Françoise de Gaulle. Faites attention quand même. Nicolas Chaban. Nicolas Chaban, vous avez entendu, quelque part, on entend que c'est plutôt à Bercy que ça coince qu'au ministère de l'Agriculture. Est-ce parce qu'à Bercy, vous avez des distributeurs qui sont des boîtes énormes et parfois multinationales, comme Carrefour, Auchan, etc. Et qu'à côté, de l'autre côté, c'est des multinationales de l'agroalimentaire, Lactalis, Nestlé, Danone, etc. Et que les pauvres petits agriculteurs, ils sont écrasés entre le marteau et l'enclume. Attendez, il répond. Juste pour illustrer, le chiffre d'affaires de l'agriculture, 70 milliards. Le chiffre d'affaires de la grande distribution, 200 milliards. Le chiffre d'affaires de l'agro, 200 milliards. Vous voyez le rapport de force. Nicolas Chaban. Ouais, du côté des consommateurs, vous savez, on appelle ça, ce que vous décrivez, si on ne sait pas en fait qui est vraiment responsable, qui bloque pas, c'est le syndrome Kaiser-Soze, vous savez, dans Usual Suspect. C'est une espèce de fantôme comme ça, on ne sait pas. Dès qu'on creuse un peu côté consommateur, on n'arrive pas vraiment. On a beaucoup parlé à Julien de Normandie qui a fait des belles choses, mais il avait envie que ça se débloque et ça se débloquait pas. La seule façon de débloquer les choses, je vous assure, au bout de 7 ans, et j'espère qu'on trouvera d'autres idées, mais selon nous, c'est que l'acteur qui est suivi et écouté par tout le monde religieusement entre en scène, le consommateur. Je vous assure que lorsqu'il y a des réunions où il n'y a pas de consommateurs et pas de producteurs, parce que depuis 40 ans, les gens que vous décrivez, ils se parlent du prix des producteurs, mais les producteurs sont même pas là. Ils sont représentés par des COP, par des fabricants. Mettez dans la même réunion les producteurs, mettez des consommateurs. C'est ce qu'on fait nous depuis 7 ans. Nous, ce qu'on a fait, c'est simplement éliminer tous ces acteurs en amont et dire aux producteurs combien il te faut pour que sur la brique de lait, on puisse marquer ce lait rémunère au juste prix son producteur. Et le prix a été donné par les producteurs. C'est d'abord la première des choses à faire. Combien il te faut pour vivre, pour que tu puisses prendre des vacances et faire ton métier durablement et que ton fils reprenne l'exploitation. Une fois qu'on a récupéré ce prix, je rappelle, nous les consommateurs, demander aux producteurs, on est allé voir tous les acteurs en disant écoutez, voilà le prix de la brique de lait, 0,99 à l'époque. Il y a un bloc de marge qui vous suffira largement. Ils ont convenu que oui. C'est arrivé en rayon et c'est devenu la brique de lait la plus vendue de France. Ça peut vous paraître l'antithèse de ce qui se passe depuis 40 ans, mais si nous, les consommateurs, on ne pèse pas dans ces rendez-vous-là, on aura toujours cette culture, finalement, des grandes boîtes, du profit, du centime qui devient 10 millions à la fin de l'année, et donc la petite variable d'ajustement, la surface molle, le producteur qui morfle à chaque fois. La grande nouvelle, c'est que nous, consommateurs, on ne veut plus que le producteur morfle, parce qu'il nous nourrit, il nourrit nos enfants, vous l'avez dit. Et là, pour finir, il y a une partie simple qui se joue aujourd'hui. Et il l'a dit, votre interlocuteur, et c'est un beau témoignage. On n'a plus rien à perdre. Quand vous ne gagnez pas votre vie, vous faites 7 jours sur 7, vous bossez 12 heures à 15 heures et que vous êtes stigmatisé, pas considéré, et qu'on vous dit à la fin du mois, désolé, il te fallait ça comme argent, on ne te donnera que ça. Le Moyen-Âge est fini, il faut que ça s'arrête. Philippe Bilger. Mais je vais poser une question naïve. C'est un système formidable, celui que vous décrivez, et apparemment il a obtenu un très bon résultat sur la brique de lait. Mais comment le consommateur, dans cette rapport de force et d'intelligence, parvient à être objectif. Au fond, en tant que consommateur, je pourrais souhaiter acheter le moins cher possible et ne pas concilier des intérêts contradictoires. Comment on fait ? Alors ça, c'est une très très bonne question, merci. Lorsque nous, consommateurs, on arrive dans l'histoire, on n'a pas besoin de gagner d'argent. C'est que le patron ne marche pas comme une entreprise, il n'y a pas de bénéfice, c'est une coopérative. On est complètement délesté de ce souci d'enrichissement. Donc, pour répondre à votre question, d'abord, il faut répondre à une autre question. Combien ça coûte une brique de lait réellement avec un producteur qui gagne sa vie? On a découvert que c'était 8 centimes de plus par litre pour nous, consommateurs. On en boit 50 litres par an et par habitant. Et là, il y a une autre réponse qui est arrivée, 4 € par an. Donc déjà, vous pouvez mesurer ce que c'est que redonner le sourire au producteur, c'est 4 € par an pour un consommateur. Ensuite, comment on est sûr que ça va au producteur ? Eh bien, on s'est pris en charge. On est 16 millions d'acheteurs de ces produits aujourd'hui, un Français sur 4. On est 13 000 ambassadeurs partout en France, dans la COP. Et on va nous-mêmes, et c'est pas l'équipe de C'est qui le patron, vous pouvez devenir sociétaire et le faire demain matin, on va voir les yeux dans les yeux les producteurs en disant
dis-moi, est-ce que tu gagnes vraiment ces centimes? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu peux montrer ta facture de lait? Donc, l'objectivité, pour finir, de l'idée qu'il faut le prix le moins cher, c'est vrai qu'il y a des familles qui ne peuvent pas faire autrement, mais vous en convenez, on est quand même un certain nombre en France à pouvoir mettre 4 € de plus par an pour sauver des producteurs qui nous nourrissent. Allez, et je vais vous dire autre chose, on n'a plus le choix aujourd'hui. J'adore votre initiative, elle était super. Je fais partie des gens qui achètent vos briques de lait, qui rémunèrent, etc. Ça va très bien pour le lait, ça peut éventuellement aller pour les légumes. On a juste un problème sur la transformation alimentaire et sur le fait que les produits bruts comme ça, comme de ceux dont vous parlez, eh bien, ils représentent pas du tout simplement et à 100% le panier de la ménagère. Moi, j'aime beaucoup cette idée, mais vous ne rentrez pas dans le problème crucial qui est le renvoi de la balle permanent. Je suis désolé, mais les agriculteurs ne sont pas, c'est pas toujours l'industrie agroalimentaire qui est la grande méchante et la distribution qui sont les Robins des Bois des consommateurs. En gros, c'est détaillé comme ça, et les producteurs qui sont toujours les perdants. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Hein. Chacun tord le bras à l'autre, avec bien sûr au début de la chaîne les agriculteurs, mais tous les agriculteurs n'ont pas le bras tordu. Le problème est là. Le problème n'est pas la disparition des agriculteurs. Le problème est l'absorption de petites exploitations par des monstres de plus en plus géants. Parce que si on parle des fortunes faites dans l'agroalimentaire et dans la grande distribution, parlons aussi des fortunes faites dans l'agriculture. Et il y en a malheureusement. 20% des fermes françaises touchent 85% de la PAC. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas? On laisse répondre Nicolas et ensuite on part au standard. Nicolas. Non mais alors, vous avez raison, mais vous savez que ces gros industriels du monde agricole, c'est quand même pas une majorité, vous l'avez dit. Les petits producteurs près de chez nous, qui représentent d'ailleurs aussi énormément d'emplois, il faut qu'ils survivent. Oui. Si le monde demain, vous en convenez, c'est quelques gros acteurs dans l'agroalimentaire qui seront frères et sœurs de très gros acteurs du monde industriel et donc de la grande distribution, je ne crois pas qu'on rêve de ce monde-là en tant que consommateur. Non, mais il y a beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire qui sont des PME. Il faut arrêter avec les caricatures. Il y a quelques grands groupes, mais la plupart des entreprises agroalimentaires sont des PME non délocalisables et qui font vivre on s'écarte un petit peu du sujet. Allez, 0826 300 300. Olivier qui était avec nous de Dordogne. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Alors évidemment, et c'est un grand évidemment qu'il faut des prix planchers. On ne peut pas faire autrement. Mais par contre, cette mesure doit absolument être accompagnée d'une autre mesure. Un peu de protectionnisme sur nos produits, parce qu'on les connaît, les industriels, la grande distribution, on commence vraiment à les connaître. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si on met des prix planchers, ils vont se rabattre mais immédiatement sur les produits venant d'étrangers. Donc il faut impérativement une double mesure. Oui, des prix planchers, c'est indispensable, mais oui, un peu de protectionnisme. Alors, j'entends, je sais que c'est un gros mot absolu pour beaucoup de personnes. C'est un gros mot absolu. Mais on est obligé. On est obligé un peu de protectionnisme par rapport à nos produits. Alors, les deux mesures doivent impérativement aller de pair. Oui, mais attendez, il y a d'autres auditeurs aussi. Allez, Vincent qui nous appelle. Bougez pas, Olivier. Hein. Vincent qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir, Vincent. Bonsoir à toute l'équipe et aux auditeurs. On vous écoute. Eh bien, écoutez, j'ai appelé pour dire exactement ce qu'a dit ce monsieur. Olivier, oui. Voilà, Olivier, parce que dire le prix au lait en France, il est à tel prix, les industriels vont l'acheter à l'étranger. Voilà, donc la seule chose qu'il faut faire, c'est faire du protectionnisme, mais du vrai. Parce qu'on nous dit, si on fait du protectionnisme, on ne vendra plus à l'étranger. On vend quoi à l'étranger? On va vendre du vin au Chili, il est plus cher chez nous, on va leur vendre à eux. Alors, question, le protectionnisme, par contre, je vous rassure, on ne peut rien faire en France, tout se décide à Bruxelles. Hein. On n'a plus d'autres mots à dire. Sébastien Ménard. Moi, je vais vous donner un exemple, puisque je fabrique de la food tech, c'est de la food. Donc, je fabrique de l'alimentation augmentée, mais j'ai une base. Hein, c'est pas des produits chimiques. Donc, j'achète du blé, j'achète du soja, enfin, j'essaye de... Mais la réalité, c'est que je peux décider de bien acheter. C'est ce que j'essaye de faire. Mon entreprise, je vais la citer, pour une fois, s'appelle Eat for Good. Donc on essaye de faire les choses bien. Voilà, bien pour les gens qui nous consomment, bien pour les gens qui vendent, bien pour les gens qui produisent, bien pour les gens et bien pour la planète. Voilà, c'est ça un peu notre signature. Mais la réalité, c'est que et là où je suis d'accord avec notre intervenant, avec C'est qui le patron, c'est qu'à la fin de la fin, c'est le consommateur qui décide. Oui. Moi, si mes produits, je décide de parfaitement... je maîtrise tout. Je fabrique... Je certifie, je distribue, absolument tout. Voilà, je fixe. Ça a un coût. À un moment donné, il faut peut-être expliquer aux consommateurs
quelles sont les différentes composantes, les différents maillons de cette chaîne de valeur. Ça a été fait. Voilà. Oui, mais il faut le refaire. Et vraiment, les consommateurs, à un moment donné, ne veulent pas. Parce que ce que tu dis, je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Il faut le faire et il faut le faire encore. Parce que si le consommateur a évidemment envie d'acheter son paquet de radis à 99 centimes chez Carrefour ou chez Leclerc chaque week-end, évidemment, à ce prix-là, les producteurs, nos agriculteurs sont pas payés. Ouais, voilà, c'est clair. Bien sûr, ils peuvent pas. C'est-à-dire que les gens, moi aussi, si tu commences sur la brique de lait, tu fais sur ça, tu fais sur la viande. On a fait des projections au ministère de l'Agriculture sur le camembert, ça fait que 6 centimes, etc. À la fin des fins, eh bien ça coûte trop cher pour les gens. Allez, le mot de la fin avec Nicolas Chaban, fondateur de la coopérative C'est qui le patron. Pour vous, il y a un espoir ou pas ? Moi, il y a un vrai espoir. Vous avez tous un peu raison. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça coûte trop cher à tout le monde. Il y a une famille, évidemment, qui ne pourra pas mettre simplement 1 euro de plus. Oui. On est très nombreux à pouvoir mettre un peu plus, et c'est pour ça qu'il faut pas clore le débat en disant c'est trop cher. Il faut que cette famille-là puisse le faire. Après, la clé de tout, c'est la transparence. Et comme l'a dit monsieur, il peut y avoir toutes les dispositions politiques du monde. Si à la fin on n'achète pas les produits, on annule ces dispositions. On a un énorme pouvoir de consommateur. Il faut être informé et donc qu'il y ait de la transparence sur les produits, leur construction et la répartition de valeur. N'oublions jamais ce que dit Perigo Colégas, consommer, c'est voter. Ouais, merci beaucoup Nicolas Chaban, fondateur de la coopérative de consommateurs. Et on vous incite réellement à acheter ces produits. C'est qui le patron dans tous les... C'est toi. C'est qui le patron ici d'ailleurs? C'est toi. Ah bah oui, c'est moi. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est tu bon, tiens la règle, le temps, la parole. Il y a un coup d'état. Merci en tout cas d'avoir été avec nous avec ces produits magnifiques. Allez dans un